Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants porteurs de handicap et comment vous allez pouvoir vous faciliter la vie avec des petites astuces que j'ai trouvées au fil des années pour améliorer la prise en charge de ces enfants. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que mon expérience des enfants porteurs de handicap, elle remonte assez tôt puisque ma mère étant ostéopathe, elle, dès, 12, 13, 14 ans, me faisait venir au cabinet et me présentait les enfants porteurs de handicap. Elle me disait, oh, tiens, regarde, ça c'est Simon, tiens, ça c'est machin. Tu vois, il a telle pathologie. Donc très tôt, j'ai été introduite au monde du handicap pour que ça devienne pas normal, mais disons que je sois pas... quand on est enfant, ça peut être surprenant des fois de voir des enfants porteurs de handicap. Et donc, je pense que c'était très volontaire de la part de ma mère que je voie ces enfants-là et que je puisse les trouver... que je puisse trouver ça normal, on va dire. Donc déjà, voilà, j'ai été très jeune mis en contact avec des enfants porteurs de handicap. Donc déjà, la première chose, c'est que en fonction du handicap, les comportements, ils peuvent être hyper variés. Et donc, c'est compliqué de donner vraiment des conseils généraux, sachant qu'il y a des enfants qui parlent, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui c'est plutôt mental, il y en a c'est plutôt physique, il y a des spasticités. Donc c'est hyper varié et on peut... on peut pas tout savoir sur tous ces handicaps. Je me souviens quand j'ai commencé comme ostéopathe, je me suis retrouvée avec deux enfants porteurs de handicap qui avaient des pathologies hyper rares, genre rarissimes. Il y en a une, je crois que c'était 3 dans le monde. Et donc, forcément, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas connaître cette pathologie. La plupart des médecins ne la connaissaient pas non plus. Et c'est la maman qui a fait le diagnostic. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de ne pas savoir. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas prendre en charge ses enfants et qu'on ne peut pas leur faire énormément bien. La mécanique, elle est valable pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, même si vous ne connaissez pas la pathologie dont souffre l'enfant, c'est pas très grave. En général, les parents, ils sont experts de cette pathologie, ils connaissent très très bien, c'est leur enfant, ils connaissent tout sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, j'ai appris énormément de choses grâce à ces mamans en général. Et je leur disais, expliquez-moi, je ne connais pas cette pathologie, expliquez-moi quelles sont quelle structure ça touche, quels organes, quelles compétences motrices, quelles compétences cognitives ça impacte. Et donc les parents m'expliquaient exactement comment cette pathologie impactait leur enfant. Et du coup, à partir de là, vous avez les outils pour pouvoir commencer. Mais pour moi, ça, c'est vraiment important de comprendre que même si on ne connaît pas, on peut avoir un impact sur ses enfants hyper positif. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de ne pas savoir. Et même souvent, je trouve que les parents sont super contents qu'on leur pose les questions et qu'on les considère comme eux des experts de cette pathologie. Aujourd'hui, en médecine, ils développent une notion de patient expert, je ne sais pas si vous connaissez ça, justement sur ce genre de pathologie un petit peu rare, où finalement des patients qui soit souffrent de cette pathologie, soit des parents dans les cas de handicap, qui connaissent très bien cette pathologie, vont accompagner les médecins pour l'amélioration des prises en charge. Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est... sur ces pathologies-là, les parents sont vraiment une ressource essentielle pour pouvoir accompagner ces enfants. Deuxième chose, souvent, c'est des enfants, c'est compliqué, je trouve, une séance complète. La première séance, c'est important parce que souvent, on a plein de questions à leur poser pour bien comprendre la pathologie et tout ça. Mais souvent, je vais proposer de réduire le temps des séances et d'augmenter la fréquence. Parce que quand ils en ont marre, ils en ont marre, quoi. Je veux dire, voilà, ça peut être... des fois, ils ont décidé que, voilà, maintenant, tu avais travaillé 3 minutes et c'est fini.
Donc pour moi ça c'était vraiment quelque chose que je me suis vraiment autorisée à faire, réduire les séances. Donc après en fonction de comment est l'enfant, s'il est plutôt coopératif, je vais me faire une demi-heure de séance, mais il y a des fois même une demi-heure c'est trop en fait, ils sont pas coopératifs sur une demi-heure, donc un quart d'heure ou 20 minutes, voilà, où soit je coupe en 2 mes séances, soit je coupe en 3 mes séances, et j'essaie d'augmenter la fréquence des séances pour les parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, il ne faut pas croire que parce qu'on fait des petites séances, on n'a pas un impact positif sur ces séances, ou c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire 45 minutes de séance avec un enfant qui a un handicap que c'est un échec, quoi. Il faut vraiment se dire qu'on fait des choses super sur des petits temps et ça marche très bien. Mais après, du coup, il faut augmenter un peu la fréquence. Une autre petite astuce qui m'a bien sauvé la vie plus d'une fois. Je suis plutôt pas du tout fan des écrans pour les enfants, mais c'est une maman qui m'a donné l'astuce parce que donc elle m'amène sa fille et elle me dit « Je vous préviens, elle ne supporte pas d'être touchée ». Alors là, je fais « Oulala, comment on va faire ?» Parce que faire de l'ostéopathie sans toucher, je connais pas encore, je ne maîtrise pas encore. Et donc, on a utilisé les dessins animés. La maman avait tout prévu, sa tablette, les dessins animés préférés de sa fille. Et grâce à ça, j'ai pu soigner cette petite. Et ça marchait bien, ça marchait très très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant seulement sur ces enfants porteurs de handicap. Ou des fois, je vais proposer aux parents de mettre des chansons si c'est des enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui commencent à s'impatienter parce que c'est trop long et qu'ils en ont marre. Voilà, soit c'est moi qui chante, soit on met une chanson, et sinon on met carrément un dessin animé pour pouvoir allonger un petit peu le temps de pratique avec l'enfant. Et donc ça marche bien et ça vaut le coup de le faire sans souci. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que l'enfant il aura fait 15 minutes d'écran avec vous que ça va lui changer la vie, même si on sait que les écrans, c'est pas optimal sur du long terme. Mais voilà, là, c'est vraiment dans un cadre spécifique. Ensuite, autre petite chose, pour moi, quand on a ces enfants porteurs de handicap, il faut être souple. Des fois, on a envie dans notre tête de travailler sur certaines structures parce qu'on pense que c'est pertinent pour cet enfant, etc. Mais des fois, c'est même pas la peine, on ne peut pas le toucher, d'accord ? Des fois, on a envie de travailler sur la tête, mais la tête, pour l'instant, c'est pas accessible. En fait, l'enfant, il refuse, il vous pousse. C'est aussi des enfants qui peuvent être assez agités sur la table. Donc, déjà, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est on attaque parce que l'enfant, il nous laisse toucher, en fait. Donc, si c'est un pied, on commence par le pied. Hein, et puis ensuite, on essaie de remonter jusqu'au mollet. Et puis, des fois, ils vont vraiment être trop agités sur la table. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'avais peur qu'ils tombent, en fait, parce qu'ils étaient trop agités. Donc, je descends, je me mets par terre. J'ai tapé par terre. Et on travaille par terre. Et voilà, avoir cette souplesse que chez ces enfants-là, on ne fait pas exactement ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Et c'est pas parce que on ne fait pas ce qu'on veut que ça ne marche pas non plus. Voilà, donc il faut avoir cette souplesse avec ces enfants-là. Et des fois, progressivement, une fois qu'on a... souvent, je trouve que les mains et les pieds... c'est des choses où on peut accéder plus facilement, par exemple que le ventre ou la tête ou le thorax, ou des fois c'est plus compliqué, c'est un peu trop intrusif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà. Et une fois qu'ils ont vu que on leur faisait plutôt du bien, et bien souvent ils nous laissent accéder à un petit peu plus loin. Donc on peut progressivement aller là où on avait prévu d'aller. Mais ça, voilà, des fois il faut commencer par ces choses-là. Une chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est j'ai une caisse de jouets et donc souvent je les mets assis. Moi je me mets derrière et je mets la caisse de jouets devant. Donc comme ça ils sont occupés à jouer dans la caisse de jouets et moi je peux faire soit du crânien, soit travailler sur le thorax. Et souvent dans cette position, ils sont moins... je ne sais pas s'ils se sentent moins en danger qu'allongés sur le dos, mais en tout cas j'arrive beaucoup mieux à travailler quand je suis dans cette position. Ils sont souvent plus calmes.
Et puis il y a les jouets, souvent c'est des nouveaux jouets parce qu'ils ne les ont jamais vus, c'est la première fois qu'ils viennent dans mon cabinet. Donc c'est aussi un bon moyen en travaillant assis, et moi derrière l'enfant qui est assis, encore faut-il qu'il puisse s'asseoir, parce qu'il y a certains enfants, on ne peut même pas les asseoir. Dans ce cas-là, on va les laisser allonger, quoi. Mais pour ceux qui peuvent s'asseoir, c'est un super moyen de pouvoir travailler. Et une dernière astuce avant de vous laisser sur cette prise en charge des enfants porteurs de handicap, c'est par rapport au développement moteur. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et chez ces enfants, on va faire comme les autres enfants. C'est-à-dire qu'on va reprendre de la base. Ça veut dire que il va falloir qu'ils passent plus ou moins, en fonction de ses possibilités, on va dire, par les étapes du développement moteur. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils se retournent, qu'ils rampent, qu'ils fassent du 4 pattes et ensuite qu'ils marchent. Je me souviens d'une petite fille encore qui, donc elle avait 5 ans et ne marchait pas encore. Donc vraiment, ce qui était important pour la maman, c'est qu'elle puisse acquérir la marche. Donc, et il y avait déjà eu des personnes qui travaillaient. Je veux dire, c'était un enfant qui était suivi. C'était ces enfants qui sont porteurs de handicap, ils sont hyper suivis. Il n'y a pas de problème. Derrière, il y a des professionnels et tout ça. Mais la marche, ils n'arrivaient pas à débloquer la marche chez cette petite fille. Sauf qu'ils avaient tendance à aller chercher trop la marche, justement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? On est reparti de zéro. Parce qu'en fait, elle n'était pas capable de se retourner. Donc on est reparti au retournement, on a travaillé le retournement, puis le 4 pattes. Et ensuite, en fait, la marche, elle s'est débloquée assez rapidement derrière. Mais en fait, des fois, il ne faut pas hésiter à retourner à zéro, aux premières étapes, pour aider ces enfants, et quel que soit l'âge. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent qui travaillent uniquement avec des enfants porteurs de handicap et qui m'avaient posé la question sur cette formation Bébé Pro, si ils pouvaient l'utiliser pour ces enfants porteurs de handicap. Bien sûr, c'est la même chose, sauf qu'ils sont souvent plus grands. Donc du coup, les prises en main, des fois, elles sont un petit peu différentes. Sur un tout petit bébé qui fait 5 kilos ou chez un enfant qui a 3 ans, forcément, c'est un petit peu différent, mais ce qu'on veut derrière, dans notre réflexion, c'est la même chose. On veut que les enfants ils puissent se retourner, ramper, faire du 4 pattes, etc., pour avoir une marche équilibrée. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider chez ces enfants. Si vous souhaitez approfondir toutes ces étapes du développement moteur et cette prise en charge, j'ai créé une formation qui s'appelle Bébé Pro, que vous pouvez retrouver sur mon site. J'espère que toutes ces petites astuces vous ont aidé dans votre quotidien. N'hésitez pas à taguer sur Instagram Le Mouvement qui soigne. Je serais bien curieuse de voir où est-ce que vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à poser également vos questions sur Instagram, Facebook, par mail. Je vous souhaite une bonne journée.